Alors d'habitude, je suis plutôt sceptique en ce qui concerne le paranormal. Mais là, entre la télévision sur place, les forces de l'ordre et les nombreux témoignages et également mes maigres connaissances d'explosifs, je peux vous dire que clairement j'y comprends rien. Bienvenue dans la ville de la drogue. Non. Autant pour moi, bienvenue à Coqueville pour un potentiel hachis d'enfants. Générique. Nous sommes le 16 mai 1986 à Coqueville, donc une charmante ville du Wyoming, aux USA, bien sûr. 13h vient de sonner, les enfants rentrent dans leur classe après la pause du midi, et un jeune couple en profite pour rentrer en même temps dans la cour avec des sacs. Qu'est-ce que contient ce sac? 9 armes de poing, 4 fusils, et également, le plus important, une bombe remplie d'essence qu'ils ont fabriquée eux-mêmes. Ils rentrent dans les bureaux de l'administration et commencent à distribuer un tract. 0 = infinity. David et Doris Young sont pour le moment calmes. Soudain, David crie à tous ceux qui sont présents. N'appuyez sur aucune alarme, ne répondez à aucun téléphone et n'appelez pas à l'aide. J'ai des fusils et ceci est une bombe. Vous et moi sommes seulement à 1 centimètre de la mort. Les employés sont intrigués, forcément. Et voyant les écrits sur le manifeste, ils pensent que ce sont simplement de nouveaux arrivants un peu dérangés et en pleine crise de délirium. Essayons d'en apprendre un petit peu plus sur David. Il faut savoir que David connaît la ville. Il était en effet policier sur place en 1979. Et d'ailleurs, il a été remercié à cause de sa conduite qui ne correspondait pas à l'éthique de la police. Il quitta donc la ville, la queue entre les jambes. Mais attention, maintenant, c'est pas la vengeance qui l'anime, mais l'accomplissement de son projet Biggie. Son idée, sa vision, son projet, parce que c'est notre projet, était que le monde devait changer pour émerger un nouveau qui soit plus à l'image de David. Il avait visé cette école pour la simple raison que les élèves avaient de bons résultats en maternelle. En fait, son mode opératoire était très simple. Il voulait enlever les enfants, réclamer une rançon, faire exploser la bombe dans l'école pour faire croire que tout le monde avait disparu, s'éclipser avec les enfants pour en faire ses nouveaux disciples. Petite pause, le mec veut que le monde change. Ok, mais à quoi va lui servir l'argent si le monde en question n'est plus le même niveau dollar, si à la place on a des dollars davidiens par exemple. Et les gosses de maternelle, sérieusement, tu fais une semaine en colo avec des gosses de cet âge-là, et après on en reparle si tu veux passer plusieurs mois, voire plusieurs années avec. Alors, nos deux loustiques, en fait, discutent, et David ordonne donc à sa femme Doris de poursuivre le plan. Elle fait le tour des différentes classes, et elle annonce que suite à une urgence, tout le monde doit se rendre dans la salle 2. Personne n'est au courant du projet des Young et donc ils se rendent calmement dans la pièce en question. Chaque enseignant reçoit le même manifeste que les personnes qui étaient à l'accueil. Nous nous retrouvons donc dans une classe où il y a 136 enfants, 17 adultes. Parmi eux, il y a forcément des professeurs, dans une classe qui initialement était prévue pour une trentaine d'élèves. Au centre de la pièce, David est posé avec son panier et sa bombe. Du panier sort un cordon qu'il relie directement au niveau de son poignet. Il explique alors que la corde en question est reliée à la bombe et que le moindre écart lancerait forcément l'explosion. Doris poursuit en indiquant qu'ici débute leur révolution et que chaque enfant allait être rendu contre une rançon. Les Young avaient prévu le coup. En fait, il y a de nombreuses copies de leur manifeste qui ont été envoyées aux médias, notamment au président des États-Unis qui était actuellement en place, Ronald Reagan. Il faut savoir que Ronald était anciennement un démocrate qui a été converti donc aux républicains en 1962. Quand on voit en 1984 que quasiment tous les États étaient donnés pour lui, on voit que c'était quelqu'un qui était très connu à l'époque. Le pire, c'est qu'ils avaient des revendications qui étaient
acceptable. Il voulait rencontrer le président et il voulait 2 millions par enfant, soit presque quand même 300 millions de dollars. Et là, vous vous dites que quand même 2 preneurs d'otages pour plus de 150 personnes, ça fait peu. Et ben, en fait, normalement, ils auraient dû être plus. Il y avait 2 amis de longue date qui devaient se joindre à eux, sauf qu'en fait, ils ont changé d'avis quand le van qui les a amenés s'est posé devant l'école et qu'ils se sont rendus compte que c'était la cible. Mais ils ne sont pas loin, en fait. David les a carrément attachés dans le van et les a laissés donc sur le parking de l'école. On a aussi donc Peggy, qui est donc la fille de David d'une précédente union. Elle est avec eux donc juste au moment de rentrer au niveau de l'école, sauf qu'en fait, prise de panique, elle s'enfuit en courant. En fait, quelques minutes plus tard, on la retrouve essoufflée qui arrive dans la mairie de la commune qui se trouvait juste à côté. Et en fait, clairement, elle balance son père en annonçant qu'il vient de rentrer dans une école, qu'il est armé et qu'il a en plus une bombe à sa portée. Cathy David-Sud, qui est la coordinatrice de la gestion des urgences, ordonne justement donc au greffier, qui est donc au niveau de la mairie, d'appeler les forces de l'ordre et de se mettre en place, simplement. Dans la salle 102, le temps paraît long. Les enseignants demandent même s'ils peuvent apporter de quoi occuper les gamins. D'ailleurs, David les autorise et malgré les livres, les crayons, la télé, les films, en fait, les enfants n'ont pas l'envie. Certains commencent à pleurer, d'autres ont mal à la tête à cause des vapeurs d'essence et d'autres simplement veulent rentrer chez eux. On devait même fêter l'anniversaire de Jeremiah Moore ce jour-là, sauf que pour le coup, le cœur y était pas, clairement. Comme je l'ai dit, il s'agissait d'une classe classique avec des chaises et des tables. Agacé par l'ambiance qui se dégrade, David fait déplacer les meubles et trace un carré sur le sol et donne de nouvelles consignes. Traversez cette ligne de la mort et je commencerai à tirer sur les adultes. Et je tirerai sur tout le monde si je dois le faire. Malheureusement, ça n'est pas là pour rassurer les enfants. Bien au contraire, et c'est les enseignants qui les incitent à se mettre en cercle et à prier. Ainsi, en rond, l'ensemble des enfants avec les adultes présents se mettent à prier. Cela fait 3 heures maintenant que la prise d'otage a débuté. Dehors, la police a encerclé l'école et tente de repousser les parents qui sont paniqués. D'ailleurs, David n'a pas encore échangé avec les forces de l'ordre. Il commence à en avoir ras-le-bol des pleurs et des prières des gamins. Je rappelle qu'à la base, monsieur voulait se barrer avec tous les enfants. Vers 15h45, il craque et il file la corde du déclencheur à sa femme et sort de la pièce. Doris attache à son tour le poignet, vérifie que le mécanisme fonctionne. C'est là, en fait, que le paranormal va rentrer en compte. Alors qu'ils sont en train de prier et que Doris surveille tout le monde, des êtres de lumière traversent le plafond. Durant quelques secondes, ils survolent l'assemblée, puis se dirigent vers les enfants, et une fois près d'eux, ils leur glissent à l'oreille que la bombe allait exploser, mais qu'ils ne devaient pas s'inquiéter. Ils devaient simplement se diriger vers les fenêtres. D'un coup, en fait, tous les enfants se lèvent. Ils raconteront plus tard qu'en fait, ils n'avaient ni peur, ils se sentaient complètement en sécurité. Ces mouvements synchronisés par rapport aux enfants agacent et surprennent surtout Doris. Elle s'énerve et elle commence à dire aux enseignants de ramener le calme et de ramener les enfants au centre de la pièce. Malheureusement, elle oublie qu'il y a la corde à son poignet et dans un mouvement, la corde se tend, ça déclenche la bombe. Elle se retrouve projetée en flammes en l'air. L'onde de choc propulse également contre le mur de la classe des enfants. Et à cause de l'essence, il y a directement une épaisse fumée noire qui envahit toute la pièce. Les professeurs, une fois remis du choc, commencent à évacuer les élèves. Sachant que l'explosion a soufflé les vitres, ils déposent les enfants directement donc à l'extérieur vu qu'ils sont au rez-de-chaussée. D'autres enfants qui sont près des portes sortent tout seuls. L'une des jeunes filles, Jenny, s'évanouit dans un des couloirs. Elle se rappellera simplement qu'elle a été aidée à aller à l'extérieur par une personne plus âgée qu'elle et que cette personne ne faisait pas partie de l'école parce qu'elle ne l'avait pas reconnue. Du côté des parents, dès que l'explosion retentit et qu'ils ont vu des enfants qui commencent à sortir, ils ont forcé le barrage pour récupérer leur progéniture. Jusqu'ici, rien de bien anormal. David, lui, pour le coup, comme il est dans une autre pièce, il a entendu l'explosion, il sort de la pièce et se retrouve dans le couloir. Il tombe nez à nez avec un prof de musique qui tente de s'enfuir et lui tire une balle dans le dos.
Il retourne dans la pièce 2, trouve Doris, sa compagne, brûlée, blessée, à l'agonie. Il l'achève avant de se retourner et de se tirer une balle dans la tête. Dehors, les enfants sont tout excités comme la veille de Noël. Tous racontent que des êtres lumineux les ont protégés. Certains diront même qu'ils ont reconnu un parent proche. Juste avant l'explosion, les enfants auraient vu les anges se mettre entre eux et la bombe et sourire aux enfants. Les adultes, forcément, ne voulaient pas les croire jusqu'à ce qu'ils constatent qu'en fait, tous les témoignages des enfants étaient identiques. Alors oui, David est peut-être un allumé, mais concrètement, niveau bombe, il s'y connaît, ça on peut pas lui enlever. La bombe n'était pas rudimentaire, elle était très élaborée. Sur le haut, vous avez donc plusieurs étages avec des boîtes de cartouches, de fusils et de pistolets. En dessous, vous avez donc l'essence, la fameuse essence qui a fait tourner la tête des enfants, et tout au fond, vous avez des boîtes de thon qui ont été vidées et remplies de poudre. Ces boîtes sont reliées donc à 5 détonateurs qui sont eux-mêmes reliés au niveau de la corde. D'ailleurs, David sait que cette bombe-là marche, parce que techniquement, il l'a déjà fait donc sur un ancien bus scolaire avec des effets dévastateurs. Alors, comment ça marche? Ces armes ont une puissance phénoménale, tenez. Le principe, donc on tire sur la corde, ça déclenche les 5 détonateurs qui devaient donc embraser à la fois la poudre et l'essence. Ceci devrait produire normalement donc une boule de feu gigantesque et les munitions donc sur le dessus donc devaient exploser. Sauf qu'en analysant les débris, les experts se rendent compte qu'en fait, sur les 5 détonateurs, un seul a fonctionné, les autres n'ont pas pu fonctionner car les fils étaient coupés. D'autre part, le récipient qui contenait l'essence était troué et en fait l'essence, par gravité, goûtait donc au niveau de la poudre, transformant cette dernière en pâte qui était complètement inutilisable. De plus, l'explosion et l'onde de choc auraient dû être à l'horizontale et se répandre dans toute la pièce pour tuer donc tous les otages. Et au lieu de ça, en fait, les deux sont allés vers le haut. Finalement, en fait, il n'y a eu que 2 morts. Les 2 preneurs d'otages, même le prof qui s'est fait tirer dessus dans le dos par David, a survécu. On a quand même 79 blessés qui ont des brûlures légères, mais en fait, c'est tout. Alors qu'en fait on finit d'évacuer les enfants, les journalistes et les photographes donc prennent possession de la salle. Ils avaient entendu donc justement les enfants parler par rapport aux anges. Pourtant, en arrivant, ils virent une étrange trace sur l'un des murs. Juste là où se trouvait la bombe, une forme humanoïde dessinée sur l'un des murs. Un peu comme ce qu'il y avait donc au niveau donc de Hiroshima avec les Japonais. Sauf qu'en fait, cette marque au niveau du mur, elle avait donc une forme humaine et elle avait donc 2 ailes au niveau des côtés. Quelques années plus tard, Jenny, qui s'était évanouie donc dans le couloir, passait l'après-midi donc avec sa grand-mère et ensemble, ils regardaient des photos de famille. Elle se remémorait donc les bons moments quand Jenny s'arrêta sur une photo et elle dit à son aîné que justement cette femme qu'elle voyait sur la photo, elle la connaissait. Alors sa grand-mère bien sûr la contredit, elle ne pouvait pas l'avoir connue. En fait cette femme, c'était la tante de sa grand-mère, la sœur de son père. Et surtout, elle était morte bien avant sa naissance. Pourtant, Jenny la reconnaissait. Des années plus tôt, c'est cette personne-là qui l'avait aidée dans le couloir le jour de l'explosion. Voilà, si vous voulez aller plus loin, il y a le film donc The Cockville Miracle qui est sorti donc en 2015. Je vous mettrai donc le lien dans la description. Vous vous demandez peut-être ce qui est arrivé aux 3 potentiels preneurs d'otages, la fille de David ainsi que les 2 amis. Est-ce qu'ils ont été arrêtés? Est-ce qu'ils ont fait de la prison? Eh ben non, en fait rien du tout, car techniquement, en fait, ils n'avaient rien fait de répréhensible. Alors à votre avis, c'est quoi? Un miracle, un coup de chance, du sabotage? Je vous laisse donner votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, commentez. Portez-vous bien et surtout à la prochaine.